Je suis négro et je suis beau. À ce vers très connu se colle un visage non méconnu. Car au Cameroun, qui ne connaît pas Donny Elwood, de son vrai nom Ella Owoudou Albert Dieudonné, Donny naquit le 9 octobre 1968 à Ebolova, localité située dans la région du Sud Cameroun. Devenu artiste musicien professionnel à l'âge adulte, Monsieur Je suis pygmée chante en français et en néondo. Âgé de 49 ans à ce jour, Donny Elwood jouit d'un profil professionnel diversifié et riche. En plus d'être auteur, compositeur, interprète, il est également producteur et réalisateur. Sa discographie est non des moindres. À son actif, 3 albums. Le premier intitulé Négro et Beau, sorti en 1996, est suivi par Eclecticos, sorti en 2001. Offertorum, quant à lui, sorti en 2013, est le dernier des chefs-d'œuvre de cet artiste dont tous les albums ont été arrangés et réalisés par le musicien, compositeur et arrangeur camerounais Djelou Ava. Rien ne donnera à Donny Elwood autant d'honneur et de gloire que sa carrière musico-artistique, même par le cinéma. En 1996, il reçoit le prix du meilleur artiste camerounais de l'année, ce qui ne relève aucunement du hasard, dans la mesure où, cette année-là, son album a occupé la première place dans le classement des ventes. 12 mois plus tard, c'est-à-dire en 1997, il reçoit le prix de la francophonie. Après avoir été nominé au Cora Awards en 2001 en Afrique du Sud, il reçoit en 2002, au cours de cette même cérémonie de récompense artistique, le prix du deuxième meilleur album africain de l'année. Loin des scènes, du microphone, de sa guitare ou encore des caméras, l'artiste mène une vie de leader qui ne manque pas d'envergure et de charisme. Il est investi président de l'association Pygmoïde, une association culturelle organisatrice d'événements de production de musique, spectacles et cinéma. Il est par ailleurs président de l'association camerounaise des métiers de la musique créée en 2009. Entre-temps, Donny Elwood n'a pas cessé de rimer. D'ailleurs, il compte encore le faire pendant d'innombrables années. Dans un studio ou sur un plateau, l'auteur du titre à succès Salomé tient à garder son originalité, mais surtout à exprimer son authenticité. Eh bien, face à l'écran, Donny Elwood s'entretient avec Xavier Messet. Bonsoir Donny Elwood. Bonsoir. Merci de venir à cette émission qui est la première. Émission d'entretien et de portrait. On va vous donner une occasion de faire vous-même votre portrait. En 2005-2006, notre concert du journal Libération, Fanny Pigeot, a écrit un portrait, a rédigé un portrait sur vous. Et dit notamment, on ne vous connaît pas sans votre chapeau noir. Vous vous en séparez parfois? J'avais appris, quand je voulais me lancer dans le show business, que pour être un artiste, pour être quelqu'un de connu, il fallait que dès qu'on prononce votre nom, qu'on ait une image en tête, et que si vous êtes très connu, qu'on puisse aussi fredonner un de vos textes. Alors moi je me suis dit, il faudrait que je me fasse une image, une identité. Un look. Un look. Oui. Alors on appelle ça un look. C'est le chapeau que j'ai choisi. Vous avez choisi le chapeau noir. Donc, le chapeau, bon, il n'est pas que noir, hein. Il y a des moments où c'est rouge, je sais pourquoi. Il y a des moments où c'est blanc, je sais pourquoi. Il y a des moments, enfin, même pourvu que ce soit un chapeau. Mais cet article publié par RFI précise qu'il s'agit surtout d'un chapeau noir, sur une tête noire, les yeux noirs. Oui, bon, c'est parce que le noir est la mère des couleurs. C'est pour ça, peut-être. Mais en réalité, le noir, c'est parce que je me mets tout le temps en noir et blanc pour essayer de faire le contraste. Comme certains disent souvent, le yin et le yang, ouais,
C'est le noir et le blanc qui font toute la différence. C'est en noir et blanc que tout se joue. Alors, faites en sorte que ce soir, de Noël Wood, qu'on vous connaisse davantage, parce qu'on vous connaît à travers vos chants, quelques chansons. Mais par ailleurs, on sait que vous êtes auteur-compositeur, vous êtes interprète, vous êtes comédien, vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, et puis, quoi encore? Et puis, littéraire, poète, et puis, scénariste, parce que j'ai appris ça au cours d'un stage d'écriture qui a été organisé par une dame qui s'appelait Dagmar Benke, si mes souvenirs sont exacts. Elle venait de la télévision allemande, la ZDF. Donc ça s'est passé à l'Institut Goethe, il y a quelques années déjà. Donc le séminaire s'appelait « Écrire pour le film ». C'était très important pour savoir comment on fait pour raconter des histoires avec les sons et les images. Donc ça c'était très important. Comment partir de l'idée au synopsis, du synopsis au développement, du développement à la continuité dialoguée, la continuité dialoguée au scénario lui-même, c'est-à-dire le découpage. Il y a deux découpages, le découpage souple et le découpage strict, pour finalement arriver au scénario final qui est la matière première pour faire un film. Tout à fait. Voilà, donc ce stage-là a été important aussi. Au-delà de tout ce que nous venons de dire là, vous êtes compositeur, auteur, interprète, et vous confirmez, vous l'avez rajouté. Et puis, on voudrait que vous vous présentez vous-même. Vous dites par ailleurs que vous êtes pygmée. Alors, on demande au pygmée de se présenter en dehors de son côté extérieur, c'est-à-dire tout ce à quoi vous vous identifiez, artiste, tout ça. Le pygmée, né à Ebolova, en le sud. Oui, c'est une longue histoire. Allez-y, racontez cette histoire. C'est une très longue histoire parce que c'est quand même... ça fait une cinquantaine d'années que ça dure. Donc raconter 50 ans en très peu de temps, ça va peut-être nous prendre 50 ans. Mais bon. Vous êtes né en 1968. Oui. À Ebolova. Voilà. Et le reste? Et le reste, c'est qu'en 68, je commence mon école primaire déjà dans mon village, à Melangue 1. C'est là où il y avait l'école primaire. Et mon premier jour de classe, j'ai fui parce que mon père voulait que j'entre dans un milieu que j'ai trouvé hostile. Et j'ai dit à mon père, moi je rentre pas dedans, on va me manger tout cru. Bon, je suis rentré à la maison ce jour-là, mais ils ont réussi à me convaincre que je n'avais pas de choix, il fallait que je rentre dans la cour de la récréation. J'étais tout jeune, hein, j'avais peur des grandes classes, mais après on m'a convaincu, je suis allé à l'école. Donc j'ai fait l'école dans mon village quelques années. Après, on est venu à Ebolova, les déplacements de mes parents, on est venu à Ebolova, j'ai fait l'école catholique de Corvos, chez les missionnaires. Comme mon père lui-même était un très grand croyant, ma mère aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'appelle Dieudonné. C'est-à-dire qu'on est né dans l'église catholique romaine et que, après le petit cursus primaire, je suis entré au petit séminaire Jean 23 d'Ebolova, c'est-à-dire au collège Bono. Et puis, jusqu'en classe de 3e. Après, en seconde, jusqu'en classe de seconde, j'étais au collège Bono. Et j'ai fait la première et la terminale au lycée mixte d'Ebolova, où j'ai eu mon bac D, mathématiques et sciences de la nature. Et le parcours est simple. Dès qu'on finit ça, à l'époque, il n'y avait qu'une seule université, il fallait venir à Ngoaekele. Malgré que mes ambitions n'étaient pas de venir à Ngoaekele, moi j'avais d'autres ambitions quand j'étais jeune. Je voulais aller à l'URSS, je voulais aller dans les universités françaises, partout. À ce moment-là, ça ne courait pas les rues, être catholique à Ebolova, on connaît le secteur surtout protestant. Non, ok si, on est dans une vieille mission catholique. Il y a même une mission catholique dans mon village. À Ebolova, il y a beaucoup de catholiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de protestants aussi, mais il y a une forte présence des catholiques. La preuve, c'est qu'il y a tout un séminaire. Il y a la cathédrale d'Aban, il y a la cathédrale de Corvos,
il y a le petit séminaire Jean 23, qui est tenu par des sœurs canadiennes, les prêtres catholiques et tout ça. Alors, lorsqu'on a un bac D, on voit tout de suite une carrière de scientifique, médecin, chercheur. Oui, j'ai été admis à... Alors, comment vous avez fait pour être littéraire, suivre les carrières plutôt littéraires, culturelles? C'est un petit détail, hein, j'avais été admis dans la faculté de médecine de Bordeaux 2, hein, en France. Mais vous savez le contexte camerounais, hein, quand on n'a pas les moyens de... D'ailleurs, mon père a trouvé que ça allait durer très long, 7 ans. Bon, après, la question que vous posez est très simple et elle m'amuse parce que quel que soit le domaine scientifique, on utilise quand même un langage. Quel que soit le domaine scientifique, on utilise la langue. Donc, la langue est très importante. Même en mathématiques, moi j'ai fait un peu de mathématiques, le discours de la science mathématique est un discours très complexe, très précis. On nomme des choses compliquées, mais c'est avec une langue. Mais en fait, ce n'est pas la langue qui est importante, c'est les concepts que la langue tente d'expliquer et d'éclaircir qui comptent. Donc, quelle que soit la langue, toutes les langues du monde, d'après moi, étant égales, je pense que si je parle en français et que je parle de mathématiques, il faudrait que je sois capable, si j'ai la chance de connaître ma langue maternelle ou paternelle en tant que Camerounais, je devrais pouvoir expliquer tous les concepts que j'explique en français, que je l'explique en fond, puisque je suis fond. Ou en Bénin, ou en Bassa, si je suis Bassa. Voilà. Donc la langue, pour moi, il n'y a pas de problème. Le scientifique que vous êtes, vous utilisez la langue française avec une aisance remarquable. Vous êtes satirique, vous êtes ironique. Votre disque, le premier qui sort en 1996, parlez-en. Ah, Négro est beau. Négro est beau, cette chanson qui me colle à la peau. Bon, une petite parenthèse. Hein. Ouais, allez-y. On est au théâtre Mogador à Paris parce que le ministère de la Culture organise un concert et le chef de l'État est supposé être là. Alors je demande à Manu Dibango, comme c'est son orchestre qu'on utilisait, je demande qu'est-ce que je fais. Tu me conseilles de chanter quoi? Et tu me conseilles de faire quoi de mon chapeau? Et il me dit non, mais attends, chante la chanson que tout le monde connaît, dont Négro est beau, et puis ton chapeau. Même si le chef d'État, il n'y a pas de problème, c'est ton look, il comprendra. Donc, Négro est beau, c'est une chanson qui m'a collé à la peau. Tout le monde a fredonné cette chanson partout où j'ai été dans le monde, comme si je n'avais pas d'autres chansons. Mais bon, c'est vrai que dans un album, il y a toujours une chanson, même dans une carrière, hein, il y a toujours une chanson qui reste la chanson référence. Et Négro est beau fait partie de ce type de chanson-là. Mais en ce qui me concerne, il n'y a pas que Négro est beau, parce qu'au Cameroun, on m'a appelé le pygmée national par rapport à la chanson Pygmée. On m'a appelé le cousin militaire par rapport à la chanson cousin militaire, et ainsi de suite. Donc, il y a Négro est beau qui a quand même fait beaucoup parler de Denis Elwood. À partir de quand vous vous êtes rendu compte que Négro est beau allait être un succès planétaire, repris un peu partout? Moi, je pense que quand on fait quelque chose, hein, il faut déjà visualiser. C'est pour ça que je suis toujours amusé quand des Camerounais, et pas seulement des Camerounais, partout où je vais, ceux qui ont écouté un peu me disent « Ouais, Denis Elwood, tu ne sais pas ce que tu as fait, tu as mis la barre très haut, on n'est pas sûr que tu... » Je dis « Mais attends, moi, c'est moi qui l'ai fait. Quand je fais quelque chose, j'ai un rêve pour cette chose-là. Je ne voudrais pas faire une chanson pour qu'on la danse à Itamba, Fiao, Ambopi seulement. Je voudrais que cette chanson soit numéro 1 au monde. C'est ça l'ambition. Il y a des coïncidences, il y a des rencontres, il y a l'imagination. Djelou Ava, vous le rencontrez, terre battue. Oui. Négro est beau n'était pas encore... Oui, oui. Alors cette rencontre avec Djelou. Alors Djelou Ava, c'est mon frère, mon ami de regretter mémoire, Cyril Efala, qui me fait rencontrer Djelou Ava. Parce qu'ils avaient déjà eu à travailler ensemble
Jelou Avalu, il habitait à Paris, il est venu ici pour des raisons familiales, et puis il est resté quelques temps avec sa famille. Et puis, il a produit un album dans lequel Cyril Efala a participé. Et comme Cyril Efala, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration pour deux raisons. La première, c'est qu'il jouait de la guitare, il était gaucher, mais il a joué la guitare des droitiers. Donc il avait un jeu de guitare assez rare au monde. Et qu'il avait une façon de traiter la langue française qui m'impressionnait beaucoup. Donc on a commencé une petite collaboration. Et puis je lui ai demandé qu'il me dise comment faire pour que moi aussi je sois connu comme lui. Alors, Jelou, raconte cette rencontre. Alors c'est Cyril Efala qui me dit, Jelou Ava, c'est quelqu'un de bien. D'ailleurs, il joue à la terre battue. Il avait un groupe de jazz qu'on appelait le Jelou Quintet. Et moi également, Steve Zara m'a donné la permission, enfin l'opportunité de me produire là. Parce qu'il faut dire que ça n'a jamais été facile de se produire. Pour les inconnus que vous étiez à voilà, cette époque-là. j'étais un parfait anonyme. Pour qu'on te cède de passage sur une scène, c'était pas, dans un cabaret, c'était pas évident. Alors, Steve Zara m'a donné cette opportunité à la terre battue. Donc, c'est d'ailleurs la guitare Gibson de Jelou Ava que j'utilisais tous les soirs. Donc, entre Jelou Ava, il s'est créé une certaine complicité, une certaine affinité. Et puis, j'aimais beaucoup sa sensibilité artistique. Parce que dans une interview qu'il accorde à la presse, il dit j'ai senti en lui quelqu'un de génial. Le premier contact, il dit ça avant sa mort. Non, Jelou n'est pas mort. Non, pardon, il a dit ça lorsqu'il publie la première interview dans un journal parisien. Ouais. Il dit je l'ai vu. Il y a eu un sentiment, un courant qui passait entre lui et moi. Oui, c'était réciproque. Et il y avait beaucoup de... C'est lui qui est à l'origine de votre succès. On va dire... C'est vrai qu'il y a eu aussi du génie de votre part. Non, j'explique. Hein, c'est-à-dire comment ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé sa façon de traiter la musique. À l'époque, il jouait du piano. Et son approche du jazz m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça que j'ai pris, moi, la décision que, bon, si je sors un album, je voudrais que c'est lui qui l'arrange. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé et la suite, vous la connaissez. 2001, vous sortez Eclecticos. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, Eclecticos, c'est une aventure assez fabuleuse parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis parti du Cameroun en 99 parce que je ne supportais plus que partout où je vais, dans les rues, partout, tout le monde me dise que... En fait, c'était très simple. Hein? Bonjour Donny Elwood, comment vas-tu? À quand le prochain album? Tu ne peux plus faire mieux que Negro Ebo parce qu'avec Negro Ebo, tu as fait ci, tu as fait ça. Et je ne supportais plus ça. J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai dit, bon, ok, j'ai fui un peu le Cameroun. Je vais leur démontrer que je peux faire autre chose. Avant ça, j'ai dit, je m'en vais d'abord, je quitte d'abord le Cameroun pour un moment. Je m'en vais m'installer en France. Mais sauf que comme je ne peux pas m'installer en France, pour m'installer en France, je vais en France pour travailler. Et Jelou, habitant en France, on s'est dit, bon, me voici, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai dit, le projet c'est de faire un album. Moi, les producteurs français, ils traînent, ils veulent pas accélérer le pas pour que l'album sorte. Alors nous, on va le faire nous-mêmes. On va chercher nous-mêmes de l'argent. On va trouver des studios et on va le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Vous avez mis 12 ans pour sortir Offertorium. 12 ans. Offertorium n'est jamais sorti. Il n'est pas sorti. Offertorium est fini. Et pourquoi il ne sort pas? Pour des raisons qui me sont propres. Parce que comme disait un grand ami, un grand artiste, Noël Ekwabi, bassiste de Manu Dibango, chef d'orchestre, il disait un Douala, Pondalo Bagné de Ponda, ce qui veut dire que c'est le temps de Dieu qui est le temps. Donc tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, Offertorium, on attend. 1996, 2013 pour un artiste, 2 albums, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas de problème. Moi, d'ailleurs, les albums, jusqu'à hier, pour tout vous dire, jusqu'à hier, j'avais pris la décision, moi, de ne plus faire d'album. Du tout.
parce que je pense que c'est une perte d'énergie énorme, c'est une perte de temps énorme, c'est aussi une perte d'argent énorme. Un argent qui ne revient jamais, surtout dans le contexte camerounais qui n'est pas organisé pour que le show business puisse prospérer comme partout ailleurs, et que l'industrie même mondiale du disque, les maisons de disques ferment les unes après les autres, que ce soit ici, que ce soit même en France, partout. Étant donné que la musique se dématérialise, ça devient, ce n'est plus des supports physiques comme à l'époque du vinyle, de la cassette, du CD. Tout ça se dématérialise. Donc, avec l'avenue des nouvelles technologies, Internet et compagnie, je ne voyais pas l'intérêt puisqu'il n'y a pas un système qui permette que quand on dépense de l'argent pour produire une chanson, qu'on puisse avoir un retour sur investissement. Donc pour l'instant, on réfléchit, on cherche d'abord les solutions. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez tourné le dos aux albums parce que le film vous a charmé, avec Jean-Pierre Bokolo, vous êtes parti? Non, mais il faut. Moi je dis, moi je dis, quand on veut parler, il faut savoir de quoi on parle. On ne dit pas des choses sans quand on ne sait pas. Il y a d'ailleurs une très belle chanson de Crotal, l'artiste, qui dit tu nous vois, on montre comment on descend, nos vies sont comme ça, parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça. La vie est devenue bien trop compliquée, à mon ami, tes leçons, garde-les pour toi, je te dirai pourquoi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de dire quelque chose, il faut savoir de quoi on va parler. Donny Elwood, c'est toute une histoire. Quand on me dit que le cinéma m'a tourné le dos, au contraire, c'est parce qu'il y a eu Negro Ebo et que j'avais déjà tourné un film. Il ne vous a pas tourné le dos. Vous tournez le dos aux albums parce que vous avez embrassé. Oui, c'est ça que j'explique. Oui. C'est ça que je voudrais expliquer. J'ai dit 1992, 91-92, c'est là où il y a le casting que Jean-Pierre Bokolo, qui sort de l'école de cinéma à Paris, ancien monteur à la CRTV, vient faire son premier film au Cameroun qui s'appelle Quartier Mozart. C'est comme ça qu'il fait le casting. Et moi, je suis jeune comédien, je vais faire le casting et on me donne le rôle du prêtre dans le film Quartier Mozart de Jean-Pierre Bokolo. Nous sommes en 1992. Et qu'après ça, Jean-Pierre Bokolo crée un concept qu'il appelle Colacaise. C'est-à-dire pour réunir les jeunes universitaires, les jeunes intellectuels, les jeunes artistiques, pour qu'ensemble, on fasse du brainstorming. Il nous apportait du matériel didactique, des livres, du cinéma, des écoles, tout ça là, pour qu'on développe un peu la façon de penser. Et c'est après que lui, pendant qu'il est en train de faire sa carrière de cinéaste, on organise les 100 ans du cinéma. Et il est parmi les réalisateurs qui doivent faire un film à l'occasion des 100 ans du cinéma. Et c'est pour ça qu'il propose un film qui s'appelle Le complot d'Aristote. Et étant au Canada, il apprend, il écoute ce que j'ai fait. Et il se dit, bon, comme mon acteur et mon petit frère de Colacaise proposent déjà des musiques, alors je vais lui proposer un contrat professionnel de musique de film. C'est pour ça que je monte à Paris pour la première fois, le 15 août 1996, pour faire la musique de film, du film qui s'appelle Le complot d'Aristote. Qui a très bien marché. Je ne sais pas si les Camerounais ont bien vu ce film. Au Cameroun, pas. Bon, c'était un film pour la documentation, pour les 100 ans du cinéma. C'était pas un film pour... C'était très apprécié en Suisse, c'était très apprécié. Oui, dans les festivals, oui. Oui. Et c'est comme ça que j'enregistre donc cette musique-là dans un très grand studio, le studio Guillaume Tell, à Suresnes, pour ceux qui connaissent Paris. C'est un studio où tout le monde a enregistré, Johnny Hallyday, Madonna, Prince, Koffi Olomide. Cette musique, on a pensé que vous devez être peut-être le Ennio Morricone du Cameroun. C'est qui ça? Le grand musicien italien qui a enregistré beaucoup de musique dans des films, des westerns, Ennio Morricone. Ah, je ne connais pas. Moi, je connais d'autres. Je connais Jean-Claude Petit, un Français, que j'ai d'ailleurs rencontré à cette occasion-là. Avec Paul Moria, tout ça. Voilà. Oui, mais en quelque sorte, puisque après ça, quelques années plus tard, Yolande Ekoumo de la CRTV a fait son film, L'Héritage. D'un film qui a très bien marché, qui
qui s'appelait L'Héritage, et c'est moi qui lui ai proposé le titre en Mbeti Tiga, pour lui dire que Tiga en Mbeti veut dire l'héritage. Et c'est moi qui ai fait toutes les musiques originales de ce film. Voilà. Vous avez beaucoup de casquettes de Elwood. Vous êtes président de Pygmoïde. Oui, Pygmoïde, c'est une association que j'ai créée en 1996 qui permettait que la communauté artistique et la communauté médiatique puissent trouver un terrain d'entente pour que lorsque les uns font leur travail, qu'ils aient une meilleure connaissance de la chose artistique. Voilà. Donc, c'est une association... Vous avez lancé l'opération Vigilance Anti-Pirate. Anti-Pirate, oui. Qu'est-ce que ça a donné puisque la piraterie continue de sévir? Oui, disons que l'opération Vigilance Anti-Pirate était une démarche artistique, une démarche intellectuelle, une démarche politique. Pour dire que quand il y a un problème quelque part, il faut qu'on essaie d'abord de réfléchir à la question pour trouver les bonnes solutions. Et l'opération Vigilance Anti-Pirate qui a été menée grâce à l'association qu'on a créée à cette occasion-là, l'association camerounaise des métiers de la musique, où on m'a mis président, alors que bon, je ne savais pas que j'avais cette étoffe-là. Et c'était pour lancer un message de sensibilisation, pour expliquer d'abord. Parce que moi, on m'a appris qu'avant de punir, il faut d'abord expliquer. Et cette marche-là, c'était la marche pacifique de sensibilisation. Et si vous avez lu les pancartes, on était en train de lancer un certain nombre de messages. Malheureusement, bon... votre vie associative, vous avez créé aussi les nullards. Qu'est-ce que c'est devenu? Les nullards, ça c'était en 92. Un jeu de mots pour dire... on parle de la médiocrité vers l'excellence. C'est-à-dire que de nul, de la nullité vers l'art. L'art qui est la beauté, qui est la poésie, qui est... c'est-à-dire comme une dynamique. Nullard, sa vie s'est arrêtée en 92, ça n'a plus... non, les nullards continuent. Les nullards continuent, nous travaillons. Vous avez seulement été actif en 92, très actif. Oui, parce que c'était les 92, vous savez, c'était une année un peu... et c'est pour ça que les nullards sont arrivés. C'était pour vérifier qu'avec le pluralisme politique, qui était un nouveau concept pour les Camerounais, la démocratie, on voulait savoir si elle pouvait être appliquée dans la création artistique, dans l'expression artistique. C'est-à-dire que si on pouvait dire des choses sans que rien nous inquiète. Vous avez vu, on a pensé qu'à partir de 1992, vous allez avoir un engagement politique total, mais vous êtes resté, malgré votre réputation, un tout petit peu en retrait de l'engagement politique. Il y a des raisons? Même si c'est un non-engagement, le non-engagement est un engagement, ça vous devez le savoir. Mais l'engagement politique, moi je le conçois autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait des meetings devant des populations et qu'on joue les stars, qu'il y a les tam-tams et tout, c'est pas ça l'engagement politique pour moi. L'engagement politique est très simple. D'après mon entendement personnel, il s'agit de balayer sa coupe. C'est-à-dire que partout où je suis, j'essaie de semer la graine pour que le concept de paix, travail, patrie puisse être compris de tous, en simplifiant le discours, en allant sur le terrain, dans la pratique, la réalité des choses. Le vrai travail, sans publicité, sans fanfaronnade, sans caméra, c'est-à-dire sans rien. C'est ça qu'on demande de faire, moi je suppose. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'on m'applaudisse pour que je dise à un enfant qu'on n'insulte pas. Je n'ai pas besoin que les caméras soient là pour que je dise à un enfant qu'on ne ment pas, qu'on ne vole pas, qu'on ne triche pas. Je n'ai pas besoin qu'il y ait du monde pour que je fasse ce travail-là. Je le fais de jour comme de nuit. Le vivre ensemble, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est devenu un slogan politique? Ouais, mais c'est un slogan qui, pour moi... Alors, moi, je pense que je peux quand même dire la vérité. Le vivre ensemble, le Cameroun lui-même déjà explique.
Bon, et puis, moi, quand je parle, c'est vrai, je suis né au Cameroun, mais je suis un citoyen du monde. Donc, ma vision est une vision plus large que le Cameroun. Et quand on me parle aujourd'hui au Cameroun, tout le monde a ça dans le discours vivre ensemble. Ça, moi, ça ne m'apprend rien. Ça ne m'apprend rien. C'est-à-dire que aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 10 commandements, tu ne feras pas ça, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n'aimeras pas. Bon, c'est ça le vivre ensemble. Donc on n'a pas besoin de me dire ça aujourd'hui en 2018, comme si c'était quelque chose qui tombait du ciel, comme si ça venait de Mars ou d'une autre planète, j'en sais rien. Pour le vivre ensemble, c'est quelque chose, quand on est un homme normal, bon, j'ai envie de dire ça comme ça, entre guillemets, il faut savoir vivre ensemble. D'ailleurs, ça s'appelle le savoir-vivre. Voilà. Bon, si vous voulez mon avis sur la crise anglophone, j'ai dit c'est un faux problème. Vous savez que les anglophones n'ont rien compris. Vous savez que les anglophones n'ont rien compris. Si c'est les anglophones, le problème. Alors que l'histoire du Cameroun explique très bien que le Cameroun, c'est un pays. Bon, le vert jaune veut dire quoi? L'étoile jaune au milieu du drapeau veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays uni. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Écoutons l'hymne. Vous voyez? Bon, alors, quand on me parle, comme ce n'est pas moi qui décide, je ne peux rien faire. Mais si c'était moi... Si vous deviez suggérer quelque chose, que diriez-vous à ceux qui décident? Je dis. Alors, je dirais que il faut, première chose, simplifier le discours. Qu'on arrête la mystification. C'est-à-dire, il faut qu'on explique aux gens ce qu'ils ont à comprendre. Pour leur propre intérêt d'abord, pour l'intérêt de tous, pour qu'il y ait la paix. Parce que quand il y a la paix, on ne peut pas travailler. Or, tout le monde doit travailler pour gagner honnêtement sa vie. Et qu'on doit tout faire pour sa patrie. C'est-à-dire que, je parle là du patriotisme, l'amour du berceau de nos ancêtres. C'est un discours que vous pouvez peut-être utiliser en chanson, en film, au théâtre. Non, mais je l'ai déjà fait, C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que jusqu'à hier, j'avais pris la décision de ne plus faire d'album. Parce que j'ai déjà parlé dans mes chansons. Dans mes 2 albums, moi j'estime que j'ai déjà fait le tour des questions qui peuvent permettre que si on est un peu attentif, si on a un peu de culture, si on a un peu de curiosité intellectuelle, c'est de la bonne curiosité qui veut que quand on ne comprend pas, qu'on demande à la personne qui comprend mieux que nous et qui peut nous dire la vérité, qui a à dire. Donc je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé du cousin militaire, j'ai parlé des pygmées, j'ai parlé de l'avortement, j'ai parlé de mon frère est en haut, j'ai parlé de tout ça. Vous avez parlé de Salomé. J'ai parlé de Salomé, c'est-à-dire la relation... C'était un peu quoi? C'était de l'érotisme, de la libido? Oui, la libido, l'érotisme, la sensualité, le sexe pour ne pas tourner de long en large, parce que bon, le sexe en réalité, moi je suis très amusé quand j'écoute les chansons qui ont le vent en poupe aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit aux États-Unis, partout. On fait la promotion du sexe, on danse autour des rangs. Je dis, vous ne nous apprenez rien. Vous ne nous apprenez rien. On peut parler d'autre chose. Pour écrire Salomé, il faut avoir un niveau. Vous avez écrit Salomé avec la rime, tout ça. Oui, enfin, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je pense qu'il y a un proverbe petit fond qui dit que Maurice a un fort anti-oué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, bon, je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais ça veut dire qu'il faut faire les choses selon le potentiel qu'on a. C'est-à-dire les choses à sa juste valeur. Alors, pourquoi donc faire simple si j'ai le niveau de faire compliqué? Alors, vous qui avez utilisé une si belle rime dans Salomé, en disant des choses profondes, réelles, vous êtes peut-être choqué lorsque vous voyez d'autres rentrer dans la vulgarité, parlant du sexe. Oui, parce que je suis outré et consterné parce que c'est trivial. C'est trivial. Moi, je ne parle pas de manière triviale, je parle de manière poétique. Parce que la poésie, m'a-t-on appris, c'est ce qui touche, charme et élève.
Donc c'est ça la différence. Et c'est pour ça que je supporte très mal comme on compare, lorsqu'on parle des artistes, comme on compare à n'importe qui. Tout ceci vous a valu des distinctions. Beaucoup de distinctions. Ouais, à peu près 5-6. Meilleur artiste de l'année au Cameroun. Oui, oui. Ça vous a surpris? À vrai dire, oui. Parce qu'au départ, la mission française de coopération au Cameroun, qui m'a permis de commettre cet album, eux, ils avaient une vision. Ils se disaient qu'il fallait que je fasse un homme, une voix. Or, Djelou et moi, nous, on a décidé autrement. On s'est dit, il faut quand même qu'il y ait un peu de musique. Donc, c'était un combat entre eux et nous. Au point où la première version qu'on a sortie du studio, ils nous ont dit, il y a trop de musique. Donc, il faut enlever des choses. On est rentré en studio, on a encore enlevé un certain nombre de choses. Mais nous, on s'est dit, si on fait un homme, une voix, musicalement, les Camerounais, très peu vont comprendre. Donc, nous, on ajoute un peu de musique. Et ce qu'on a fait a permis que... Et Djelou, pour la petite histoire, a passé son temps à me dire ne t'inquiète pas, je te rassure, ça va marcher. Je dis, ah bon, tu es sûr? Les Camerounais vont comprendre de quoi il s'agit. Et ça a marché. La même année, meilleure vente. Oui, oui. La même année, meilleure vente, la même année... Ça vous a fait gagner beaucoup d'argent. Moi, l'argent, beaucoup. Je sais pas, beaucoup, c'est combien? Moi, beaucoup, je sais pas combien. Moi, je ne parle pas en termes d'argent. L'argent, c'est le dernier détail quand je parle des choses. L'argent, c'est vraiment le dernier détail. Les choses les plus importantes sont devant, dans leur pertinence, dans leur organisation et dans leur utilité. Après, on va voir combien ça coûte et on va chercher l'argent où il se trouve. Il y a l'argent partout, l'argent n'est pas un problème. 97, le prix de la francophonie, vous étiez en train de grimper. Oui, oui. Là encore, c'était un moment fort. Oui, parce que c'était la première fois que l'État du Cameroun, à travers le ministère de la Culture à l'époque, je pense que c'était le ministre Toko Mangan, qui m'écrit une lettre officielle pour me dire tu vas faire partie de la délégation officielle du Cameroun qui va représenter le Cameroun au 3e jeu de la francophonie à Madagascar. Et comme il y avait à cette époque-là Cyril Efala, paix à son âme, Outou Marcelin aussi, après j'avais 2 musiciens, donc on est allé et on a fait ce travail-là. Et ce prix-là, il faut dire qu'on l'a eu à l'arracher au couteau. Parce que normalement, chaque pays avait 15 minutes. Mais nous, on était 3. 3 têtes d'affiche. Donc, exercice compliqué. Il fallait d'abord qu'on trouve un nom de groupe là-bas. On a appelé ça synergie positive. Après, il fallait répartir les 5 minutes, les 15 minutes par 3. Et en 15 minutes, quand on répartit en 3, on a quand même pu avoir un prix. Donc, c'est au mérite de... En 2001, là, vous n'étiez plus premier, vous êtes 2e en Afrique du Sud. Oui, bon, ça va, ça vient, hein, c'est comme ça. Bon. Et puis, en termes de rang, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut classifier les œuvres de l'esprit par catégorie. Bon, enfin, comme on a quand même besoin de savoir qui est en tête de qui, on m'a mis là, il n'y a pas de problème. J'ai aussi été 3e dans un classement du hit parade dans une chaîne qui s'appelait à l'époque MCM. C'est ça qui est devenu Trace aujourd'hui. J'étais 3e, hein, Kofi Olomide était avant, moi il y avait quelqu'un au-dessus, et puis j'étais 3e. Les César et Evora et tout le monde, c'était en 15e position, les Papa Wemba derrière. Hein. Bon, c'est vrai que ça donne une certaine fierté de savoir que je suis devant Papa Wemba, je suis devant César et Evora par rapport à Negro et Beau, et qu'il n'y a que Kofi Olomide, un autre artiste et moi. Bon. Donnez-vous, ce soir, nous avons essayé de faire en sorte que les téléspectateurs de HTV vous connaissent davantage, mais il y a sûrement des choses des questions qu'on n'a pas pu poser, mais des choses que vous aimeriez dire. Oui. Allez-y. Bien. J'aimerais, par exemple, j'ai ceci que j'aimerais montrer.
Parce que comme... le journal, l'hebdomadaire français, journal a présenté les 100 Camerounais qui font bouger le pays. Le Cameroun. Et Oui, vous en faites partie. Oui. Vous pensez que vous faites bouger le Cameroun de quelle manière? Bah, dans quel sens? C'est expliqué. C'est expliqué dans l'article. Parce qu'il y a un article dedans après. Vous pouvez nous le rappeler? Bah, simplement parce que, comme l'article date de la semaine du 15 au 21 novembre 2001, oui, et que ça correspond à la sortie de Eclecticos, quelques mois après, puisque Eclecticos est sorti en juin, vers aux environs de la fête de la musique. Donc, comme c'est un journal français, en France, on me connaît mieux qu'ici. Donc, ils ont estimé que je faisais partie du club très fermé des 100 qui font bouger le Cameroun. Ils expliquent pourquoi, dans l'article. Mais cette couverture, c'est parce que les Camerounais aiment toujours qu'on leur montre la preuve de qui on est. Voilà. C'est pour cela que Fanny Pigeaud dit que vous êtes un artiste complet, vous avez des accords de guitare exceptionnels, vous avez une intelligence artistique raffinée. C'est pas excessif tout ça? Bah, moi, je pense pas que ce soit excessif. Lorsque le ministre Jacques Famdongo, qui est quand même une belle plume au Cameroun, et puis le ministre des enseignements supérieurs, c'est un intellectuel de haut vol, quand il me qualifie d'inaltérable Donny Wood, je pense que c'est quand même un compliment. Donc je ne pense pas qu'il y a... Et puis je ne vois pas l'intérêt de faire une exagération. Non, on dit ce qu'on pense. Et si moi ça me va, ça me va. Merci Donny Wood. Bonne soirée. Je voulais quand même signaler quelque chose. Oui, oui. Parce qu'il est très important que lorsque votre pays vous donne quelque chose, il faut pouvoir le prendre avec deux mains. Le Cameroun, l'État du Cameroun m'a donné quelque chose d'inestimable. Lorsque, à l'exposition universelle de 2010 à Shanghai, le Cameroun m'envoie pour aller représenter le Cameroun dans ce rendez-vous universel et que je suis dans le poste musique, ça veut quand même dire qu'il y a là de la reconnaissance nationale. Pour dire que au niveau de l'univers, en 2010, le type qui représente mieux ce que le Cameroun a apporté, non seulement à la Terre, mais à la dimension de l'univers, il s'appelle Donny Wood. C'est un honneur. J'étais pas seul, j'étais avec d'autres, mais il y avait Annie Zouer, il y avait Thierry Sanjo, Mokhtar, Karès Fosso est venu faire un petit passage, il y avait d'autres artistes. Moi, je faisais partie de ces artistes-là, je faisais partie de cette équipe-là. Je pense que le Cameroun qui envoie une équipe pour l'univers, et d'ailleurs, la preuve, c'est ça. C'est ça, c'est le document qui prouve. Hein. C'est le document officiel de ça. Ça s'appelait Africa Square, dans le carré africain. Voilà. Ça s'appelle tout simplement avoir du talent. Moi, je pense. Et le talent, c'est... Tout le monde a un talent. Tout le monde. Mais on m'a aussi appris que c'est 99% 1% de talent, 99% de travail. 1% de talent, 99% de travail. Le talent se travaille. La répétition. Il faut répéter, il faut travailler, il faut s'exercer, il faut chercher, il faut fouiller, il faut se cultiver, il faut se documenter, il faut développer ce qu'on a. C'est dynamique. Le talent n'est pas statique. Le talent, c'est quelque chose, c'est comme dans la logique de l'arbre, le talent, c'est une graine. Il faut arroser, il faut travailler pour que ça puisse grandir. Mais attention, il faut que les racines soient ancrées dans le sol et que de manière sphérique et exponentielle, qu'on puisse s'élever vers les étoiles. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois encore, merci beaucoup moi d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation. Cet entretien sera diffusé plusieurs fois et rediffusé. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Thank you. Help me find the
party trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Oh, help me information to get in touch with my